5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, lift off. The MH6 vehicle has lifted off. Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui je vous retrouve pour les lectures de dégel du mois de mars. J'ai perdu un peu dans tout ça. Donc oui, j'ai fait cette vidéo un peu en retard. J'ai pas su prendre le temps pour lire, j'arrive plus à prendre le temps pour lire. Et là, il faut que je trouve vraiment plein de trucs et astuces. Et là, c'est plus compliqué avec les vacances. Alors actuellement, on est le 7 février. Donc pour ceux qui ne savent pas, je travaille donc en école maternelle. La Sarthe fait partie de l'académie de Nantes. Et donc on est pour nous en zone B. Et depuis avant-hier soir, vendredi, on est donc en vacances. Alors dans les livres non chroniqués, le premier c'est Sur la Lune, donc de So, S-O, pardon, hein, pas S-O, pas So comme les films, donc de Sophie Kemener, je sais pas si ça se prononce comme ça, donc position Petite Plume. C'est donc ma contribution, j'ai participé au financement de ce livre sur Ulu et donc j'ai eu la contrepartie, la contribution, où dans la contrepartie je recevais donc le livre, un livre donc, qui est évidemment dédicacé, hein, je ne vais pas vous mentir, hein, voilà. Et donc je l'ai lu, je l'ai fait, donc je m'entends très bien avec l'institutrice avec qui je travaille, donc elle l'a lu devant les enfants. Je l'ai lu aussi, c'est un mignon petit livre qui est très agréable pour les petits. Donc en fait on suit Alphonse qui est là, qui est donc un petit ours polaire qui est littéralement dans la lune. Parce qu'il rêve justement d'aller sur la lune, il explore toutes les possibilités impossibles et imaginables. Mais ça l'éloigne de ses amis, ça ne parle pas super mal avec les autres, avec ses frères, etc. Et c'est une bien petite histoire, moi j'ai beaucoup aimé. Ça me fait un nouveau livre en plus dans ma bibliothèque. C'est un livre qui, comme je le vois, coûte 10 €. Donc je vais mettre de toute façon, je pense, ici des petites plumes de Sophie pour que vous puissiez au moins y jeter un coup d'œil. L'autre livre que je vais en tout cas écouter, je vais vous mettre la couverture juste après du format papier, mais je l'ai lu en audio avec l'application Audible. J'ai toujours dit Audible, mais c'est Audible. Je toujours prends ça en anglais, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'Amazon c'est anglais, j'en sais rien. C'est donc Origine, c'est donc Origine de Dan Brown. Je crois que c'est sur JCATS à la base. Je vous mets donc la couverture maintenant. Je vous raconte vite fait le pitch d'Origine parce que je ne l'avais pas fait la dernière fois et je m'en vais un petit peu. Donc on est toujours avec le personnage de Robert Langdon que Dan Brown a créé, donc professeur en symbologie, qui est invité au musée Guggenheim par un de ses anciens élèves, Edmund Kirsch, futurologiste, je crois, je ne sais plus le terme, mais en tout cas qui est lié notamment aux sciences et notamment lié aux machines. Et il va en fait, lors de cette soirée, dévoiler quelque chose qui a littéralement bouleversé la face du monde, sauf que au moment où Kirsch finit son premier discours et va donc révéler une vidéo, sa vidéo où il explique ce qui est censé bouleverser le monde, Edmund Kirsch se fait assassiner. Et donc Robert Langdon avec comment il s'appelle, enfin avec la future reine d'Espagne, j'ai oublié son nom, je suis désolée, je vous le remettrai là si ça me parle parce qu'à l'instant T je ne sais plus, va donc après avoir récupéré le portable de Kirsch et s'enfuit du musée Guggenheim, ils vont donc essayer de résoudre de découvrir ce que Kirsch voulait dévoiler au monde. Et franchement, je vais vous mettre de toute façon, vous aurez bientôt ma vidéo de ma chronique sur ce livre là. En fait, mon père l'a fini avant moi et franchement, il dit franchement, à la fin, tu t'y attends pas du tout. Je m'y attendais pas du tout, comme pour beaucoup, notamment pour Inferno, dont j'ai lu la fin et j'étais très déçue de la fin du film. Par contre, parce qu'il est totalement remanié, que ça coule plus du tout au roman. Bref, on se doute pas en fait que c'est ça et en fait, quand ça arrive, on se dit ah oui, peut-être que c'est tout autre chose. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est la même personne qui a lu Inferno, pas où je suis passée. Franchement, il raconte très bien. J'ai bien aimé la voix de Winston. Pour ceux qui ont lu Origine, ça très bien qui est Winston. Mais en tout cas, c'est vraiment un livre que j'ai vraiment adoré et que c'était franchement très plaisant à écouter. Et en fait, sur plein des domaines où je ne suis pas moi-même pas. Moi, je suis très histoire, pas forcément les autres thèmes qui sont vraiment très abordés là-dedans. Mais j'ai vraiment aimé le thème de ce roman. Il mélange toujours, je trouve, d'abord la religion et un autre thème, ce qui est le cas dans celui-là. Je ne vous dirai pas pourquoi le deuxième thème.
dernier roman de mes emprunts médiathèques. Alors oui, j'ai une carte qui fait que j'ai droit à 8 emprunts, je vous emprunte à chaque fois très généralement 2. Il faut savoir que j'emmène beaucoup ma nièce avec. Je n'ai pas actuellement pas d'enfant, mais j'ai ma nièce qui adore emprunter des livres, donc j'emmène tout soin avec moi, donc je prends quelques livres pour elle. Mais là, j'ai pris 2 romans, je vais vraiment lire les premiers. Les premiers chapitres, en même temps, je les rajouterai dans ces bibliothèques-là. Enfin, je les achèterai, je les rajouterai dans ces bibliothèques-là parce que c'est des ouvrages historiques. La noire, c'est tout ce qui va être divers et varié. La blanche, on correspond pratiquement à que l'historique. Évidemment, on ne compte pas les mangas, les pop, hein, c'est tous des pop Assassin's Creed. Et là, c'est des pop Le Seigneur des Anneaux et une pop Les Animaux Fantastiques. Voilà, donc divers et varié ici, historique ici. Si cela vous intéresse, en tout cas, je vais peut-être faire un sondage sur Instagram ou quoi. Vous présenter tous mes livres sur le thème historique parce que franchement, c'est mon dada un petit peu. Bref, en emprunt médiathèque, j'ai emprunté Blanche de Castille de Georges Minois, donc chez Perrin Biographie. J'adore les couvertures des éditions Perrin. C'est-à-dire que c'est vraiment une bande blanche, mais qui ne fait pas très intrusive, toujours avec un portrait de la personne. Donc Blanche de Castille, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc la mère de Saint-Louis. C'est justement ça, Blanche de Castille, mère de Saint-Louis, telle est l'image très réductrice que la mémoire collective a renue de cette reine du XIIIe siècle. Mais en fait, si Louis IX, donc Saint-Louis, est devenu un ultra-catholique, il a eu cette foi de sa mère. Hein, donc j'ai bien aimé d'ailleurs le secret. En fait, je me suis dit que je vais emprunter ce livre sur Blanche de Castille pour approfondir un autre sujet. J'ai vu, je crois que c'est l'année dernière qu'il a diffusé, le secret d'histoire sur Blanche de Castille. J'ai vraiment adoré cet épisode parce que Blanche de Castille est une femme dont on fait un hommage très réductrice parce qu'elle est la mère de Saint-Louis. Louis IX, donc un roi mais comme je dis, un ultra catholique. Je crois qu'on ne pouvait pas faire, enfin chrétien, je crois qu'on ne pouvait pas faire plus chrétien que Saint-Louis. En roi de France, on ne pouvait pas faire plus chrétien que Saint-Louis. À voir. Et le deuxième, aussi, c'était encore lié à un épisode récemment, je crois que ça a dû m'influencer là-dessus. C'est Richard Cœur de Lion, encore de Georges Minois, chez Perrin. Alors, purement par hasard, j'ai pas emprunté ces livres parce que les deux ne sont pas écrits par Georges Minois, mais parce que c'est deux thèmes qui me tentent. Alors, Richard Cœur de Lion, tout le monde le connaît, hein, on pense notamment à Robert des Bois, etc. Je crois l'un des plus célèbres d'Angleterre avec Henri VIII et tout ce que vous voulez. Il n'a pas spécialement régné, je crois, en tant que roi. Il est donc le fils du roi Henri II Plantagenet et d'Aliénor d'Aquitaine. Donc là, je vois ce aussi en lien parce que récemment, si vous, je vous mettrai en barre d'infos la chaîne YouTube de l'émission Secret d'Histoire. Parce qu'ils ont fait un épisode sur Aliénor d'Aquitaine. Il a été diffusé il y a 3-4 ans, je crois. Et en fait, avec ma mère, on voulait à tout prix le voir parce qu'il y a un passage où... Parce que Stéphane Bern, pour cet épisode, était de passage au Mans, donc là où on est, et on l'a su quand il est passé dans les journaux. Et en fait, ils ont, pour une partie de l'épisode d'Aliénor d'Aquitaine, pour en tout cas présenter un petit peu d'où vient Henri II, le père de Richard. Il s'est donc déplacé au Mans parce que les Plantagenets comment dire, sont quand même très importants au Mans, en tout cas la dynastie des Plantagenets. Donc voilà... Je pense que Richard c'est un des plus connus. Je crois que c'est le seul livre de Georges Minois que j'ai, enfin que j'ai emprunté, mais j'ai pas souvenir d'avoir de tête des ouvrages de Georges Minois dans la biographie. Le nom n'est pas inconnu, le dû intervenir plusieurs fois dans des secrets d'histoire, mais j'ai pas pu chercher que ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment adoré. Je crois qu'il a intervenu dans l'un d'eux, mais je sais pas lequel. Non, de tâche, je me serais souvenu si j'en avais un. Un livre de Georges Minois dans ma bibliothèque parce que c'est un nom qui n'est pas loupé en tout cas dans les thèmes biographies, mais je crois que Georges Minois est spécialisé dans le Moyen-Âge, je crois. Je dois vérifier, savoir qui c'est. Je viens de regarder parce que souvent ils vous mettent vite fait qui est la personne. Je crois que c'est le fait que j'ai dû emprunter à la bibliothèque une biographie de Philippe le Bel, toujours chez Perrin. Il écrit pas, je crois que c'est pour ça que le nom n'était pas inconnu. Alors dans mes acquisitions, j'en ai 3, ce qui est déjà pas mal. Pour vous raconter le premier, j'étais donc une fois allée à Cultura, au niveau du parc Monceau pour ceux qui connaissent le Mans. Et en fait, je devais aller chercher de la laine parce que dans une démarche un peu écolo, je me fais mes sacs à vrac, pardon, ça peut se manger dans un sac ou même je vois pour aller au boulot, je mets mes sachets de thé dans un grand sac de sac à... Enfin, j'ai fait des sacs à vrac qui sont pas très grands, comme ça à peu près, préférable comme ça. Et donc j'y vais, j'ai besoin de ficelle pour faire les liens qui se referment.
Et donc là, je vois un auteur qui est en dédicace, je m'approche, je discute avec l'auteur, je crois que j'ai discuté une bonne demi-heure avec l'auteur. Et donc, acheté un de ses livres. Il a écrit une trilogie, ça c'est son dernier qui est très court par rapport aux autres, qui me disait qu'il faisait 400-500 pages. Vu que c'est vachement bien écrit, je vais forcément acheter sa trilogie de base. Enfin, qu'il a écrit avant cet ouvrage ici. Donc, et en fait, il m'a tellement bien vendu le livre, et en plus, ça tombe bien, c'est sur un sujet que je ne suis pas plus attirée. Parce que comme je dis tout à l'heure, je kiffe beaucoup l'histoire. Mais là, c'est sur une matière scientifique. C'est donc Les Pionniers de la Visible d'Alexandre Anzigem, je ne sais pas si je le prononce bien, aux éditions Abalté. Alors en fait, on est en 2028. La France est gouvernée par... Je vais vous lire le résumé pour aller plus vite pour mieux que vous compreniez. Je vais vous lire le résumé. Je vais vous lire le résumé pour aller plus vite pour mieux que vous compreniez parce que, comme vous pouvez voir, je l'ai lu, j'en suis pratiquement à la moitié. Et c'est très prenant comme ouvrage. Donc, il ne comprenait pas tout de suite qu'il s'agissait de Sœur Sarah tant qu'il avait imaginé différemment. Elle avait des traits réguliers, des yeux clairs, la taille mince, mais surtout, il émanait d'elle une paix et une beauté intérieure qu'elle répandait autour d'elle et qu'il transperçait. Il en fut tout de suite troublé. En 2028, la France est gouvernée par un régime ultra-libéral. Sarah Bertin, jeune astrophysicienne, au chômage devenue religieuse, rencontre Sébastien, mathématicien diplômé, obsédé par l'hypothèse de Riemann. Aux antipodes l'un de l'autre, ils se sentent immédiatement quelque chose se crée entre eux. Mais leur rencontre est bouleversée par une attaque terroriste aussi violente que brève. Accusés à tort, les deux jeunes gens se réveillent une population endormie, grève et manifestations se multiplient. De la France au Costa Rica, suivez l'aventure de jeunes visionnaires qui devront faire face au complot, à l'amitié et surtout l'amour. Alors, moi j'ai vraiment kiffé. Ce qui est bien, c'est que Alexandre Anzigem, je dis Anzigem, c'est un truc que j'ai totalement lui demandé, et donc il est dans le Sartois, et il a vraiment, parce que je vous dis, c'est basé sur des faits actuels. Par exemple, comment dire, avec le djihad, pas le djihad, l'État islamique plutôt, avec les djihadistes. À l'heure actuelle, vous savez très bien qu'il n'y a plus de poches de résistance djihadiste en Syrie, tout ça. Mais il s'est vraiment basé de ça pour l'attaque terroriste où se trouvaient donc Sébastien et Sarah. Il y a un côté un petit peu uchronique, parce que dans le sens, imaginons qu'on est en 2028, ça fait un bon moment, depuis 2015, que... Alors, c'est pas Emmanuel Macron, c'est un autre gars. Donc, comme je l'ai dit, parce que je suis en train de rechercher le nom, c'est Baptiste Garçon, qui est donc devenu, je vous promets son nom, qui est donc devenu président de la République. Mais qui en fait il y a un côté vraiment chronique, c'est imaginons si c'était quelqu'un d'autre que Macron qui a été élu au pouvoir et que c'est parlé dans un truc très radical. Ce qui est le cas, c'est que vraiment plusieurs heures de travail mais payé beaucoup moins, ou la moindre suspicion fait que voilà, vraiment un côté très chronique qui était vraiment, même si c'est en 2028 donc c'est pas loin pour nous parce que c'est dans 10 ans. Mais se dire que si tout a été chamboulé, c'est ça qui est vraiment intéressant. Se dire voilà, on part de ça, on va dans un cas extrême où la France est dans des cas extrêmes. Et ça, j'ai vraiment aimé. Et l'amour entre une religieuse et une jeune mathématicienne. Donc là, ils sont pas vraiment. Enfin, Sébastien, où j'en suis, est-ce qu'ils ont un meilleur sentiment ou pas, je vous le dis pas. Pour vous laisser le cas. Et vraiment, le cas de l'hypothèse de Riemann est intéressant. C'est vraiment au côté des chiffres premiers, des nombres premiers. Alors, je suis en train de comprendre plus ou moins comment ça fonctionne. Parce que je suis pas mathématicienne, donc c'est pas un domaine que je contrôle, que je maîtrise en tout cas. Mais la manière dont c'est expliqué, il a un peu expliqué avec un tableau, enfin, je sais pas comment vous dire, il a vraiment expliqué avec une espèce de schéma. Voilà, la conjoncture de Riemann en 2 mots. Voilà, j'essaie de comprendre, mais il faut que je relise un petit peu le délire, parce que pour vraiment approfondir le cas, c'est vraiment une bonne base. Mais en tout cas, c'est un livre qui fait au moins 300 pages, si je vous dis pas de bêtises. Ouais, 200 pages. Un peu plus de 200 pages, mais en tout cas, je suis en train vraiment d'aimer ce qu'il a fait, ce qu'il est en train d'écrire. Parce que... Et je crois que. Et donc, il a écrit une trilogie avant, qui s'appelle Le Crépuscule des dinosaures, suivi donc, des 2 autres tomes qui sont Les Lendemains de l'Apocalypse et L'Express pour Genesis. Donc, en tout cas, moi, je les lirai à la suite. Et sachez que c'est un livre qui m'a été dédicacé, les trucs qui sont dédicacés à Cultura. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce qu'il m'a émis en tout cas. J'ai bien aimé ce trailer mathématique. C'est ça qui est vraiment en fait, ce que c'est totalement.
Je vais pas trop en dévoiler plus parce que comme je dis j'en suis à la moitié et sinon je vous parle de ce que j'ai eu ça me plaît pas. Comme chaque trimestre en fait fin février, donc il m'avait donc décalé, François Dier m'avait décalé ma date d'achat, date limite parce que j'avais totalement zappé, donc c'est pour ça que je me suis retrouvée à vous présenter vraiment fin février. Mais j'ai donc eu la date limite pour ce trimestre-ci qui était donc la date du 10 avril, actuellement on est le 7. Je les ai donc fait vraiment à la toute fin du mois de mars. Je m'en suis pris deux, je vais vous expliquer un petit peu pour le deuxième. Le premier, c'est devenu un peu mon livre de chevet parce que j'ai commencé hier soir dans mon lit. C'est donc Il était une fois les princes et princesses donc de Stéphane Bern chez François Dier. C'est vraiment un livre qui est donc très court. Je suis en train de lire parce que je suis en train de lire j'ai déjà lu deux personnages historiques. Enfin, personnages historiques, ils sont encore en vie. Donc les dessins sont de Yvon Barthelon, si je dis pas de conneries. Il met dans sa préface. Non, c'est Alban Guillemois qui est là, qui a donc fait les dessins qui sont dedans. Comme par ici, par exemple, pas trop de temps pour dévoiler plus. En fait, celui-là, ça va vous parler de quoi? Ça va vous faire des portraits de personnes vivantes actuellement qui font partie de ce qu'on appelle du Gotha. Alors, le Gotha, c'est tout ce qui est les familles impériales, vraiment tous ceux qui sont de... Voilà, partie à la découverte des grandes familles, princes et princesses, rois et reines, qui ont fait et font souvent encore l'histoire de l'Europe. Le Gotha a bien des secrets, et Stéphane Bern, soyez-en sûrs, connaît quelques-uns. Le Gotha, c'est vraiment... apparemment, ce que j'ai compris, ce que j'ai vu une fois, un espèce de reportage qui parle de ça, ils disent en gros, c'est l'annuaire, entre guillemets, le répertoire de toutes les princes, princesses, marquis, ducs, tout ça, vraiment des personnalités monarchiques. Et donc j'en ai eu deux actuellement, qui sont les portraits de Louis de Bourbon, prêtre en trône de France. Oui, il y en a qui sont encore partisans du fait que la France reviendra un jour une monarchie. C'est un choix, mais c'est encore une république. Le deuxième que j'ai lu hier soir, c'était également Henri d'Orléans, chef de la Maison de France. Donc les Orléanais, c'est pas vraiment des monarchistes, mais vraiment ils descendent de Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV, donc ils sont vraiment des intendants, des choses comme ça, des régions, etc. Bref. Et là, ce soir, je commence à lire le chapitre sur Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, prétendant au trône impérial de France. Donc certains sont à part de se que là, ça va devenir... garde l'espoir que la France revienne aussi un empire. Donc c'est vraiment ça un peu le Gotha. Et donc certains portraits de cette personne vont nous être présentés par Stéphane Bern dans cet ouvrage. Pour ce que celui, je trouve ça vraiment intéressant. Le problème, je pense que tout le monde connaît, c'est un truc que je déteste dans ces bouquins d'histoire, mais je trouve intéressant. C'est le fait que là, on a une phrase qui marche, qui est en cours, et c'est également du jour on lui donna. Il y a un truc comme ça, un espèce de gros truc. Voilà, il y a une chose de reprendre là. Parce que là, vous avez une espèce de petit truc en plus pour. Enfin, par exemple, là, un Bonaparte d'Amérique, par exemple, là, une petite espèce de petite ajout, entre guillemets, je sais pas comment on appelle ça, un post-it géant. Bref, mais c'est qui est un peu plus gênant, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé parce que je suis en train d'apprécier parce que c'est vraiment un livre qui est tout simple, qui est souple et pas très épais, si je vous dis pas de bêtises. Enfin, pour moi, ça fait pas. Pour moi, comme là, vous voyez, 295. Voilà, il fait 200 pages. Mais 200 pages, c'est déjà pas mal pour moi. Voilà, donc là, il fait moins de 300 pages, c'est un petit livre, donc c'est déjà pas mal. Mon deuxième achat chez François Dier, en fait, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté. Parce qu'en fait, j'avais reçu un SMS de François Dier me disant que si je viens en présentation du SMS, j'avais droit à un livre gratuit. Alors, et ils me disent par contre, c'est sur un choix limité de livres, tu n'as pas le droit de choisir n'importe quoi. Et donc, j'ai pris un livre d'une auteure que j'ai jamais lu, que j'ai beaucoup vu. Je sais qu'elle est très reconnue, en tout cas dans la littérature francophone actuelle, française en tout cas, que j'ai beaucoup lu, qui est enfin une auteure contemporaine. Mais j'ai jamais lu aucun de ses bouquins, j'ai vu pas de ses livres passés. Mais je dirais, je vais essayer de tenter parce que le titre, cette fois-ci, il y avait un panneau de ce livre-là à François Dier. Mais celui-là, la couverture, ça me tentait un petit peu. Il s'agit du livre Les Sirènes de Saint-Malo de Françoise Bourdin, donc là chez François Dier. Il n'y a pas de résumé derrière, donc vous voyez, c'est une espèce de livre qui se présente comme ça. On enlève ça, puis vous voyez, la couverture se présente comme ceci. Donc voilà. Et derrière, il y a marqué, c'est seulement tout près avec marqué Les Sirènes de Saint-Malo en bleu très clair. Et là, de l'autre côté, il est bleu avec les. Marqué comme François Bourdin, avec des vagues représentant l'espèce
de Rapin en fait. J'ai lu le résumé parce que je savais pas de quoi ça parlait. J'ai donc lu, mais de tête là je ne sais plus du tout. Je vous mettrai de toute façon le lien des éditions, enfin de livres sur le site des éditions pour que vous puissiez au moins voir un avis. Je sais qu'on va être en Bretagne, on va suivre un père qui va revenir pour devenir pêcheur dans son petit village, mais surtout tout le monde il est pas très bon pêcheur, ce que j'ai compris. Enfin bref, il est connu avec sa fille, mais enfin bon, c'est vraiment très très spécial, mais bon, on verra bien ce que ça a donné. En tout cas, je vous mettrai le résumé en barre d'infos. Et donc pour ma palle du mois d'avril, je vais me faire déjà ceux-là. On a 3. Le troisième, je vais expliquer dans le contexte que je vais le lire parce que je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Je vais donc évidemment, j'ai démarré, je vais être à fond dedans, je vais vraiment les terminer. Cette fois-ci, c'est mon objectif, terminer 2 livres sûrs et certains. Donc je vais vous terminer Les Pionniers invisibles et Il était une fois une des princesses princesses, dont je vous ai parlé à l'instant. Et l'autre, c'est donc Les énigmes de l'histoire de France, sous la direction de Jean-Christian Petit-Fils. Donc là, je les ai aux éditions Françoisir, mais il a été publié à la base, à l'origine, parce que aux éditions à l'intersection des histoires Perrin. Donc lui, c'est ce que je vous dis qui est un peu particulier parce que je lis justement en audio et comme je vous dis, je suis très réductée. Je me retrouve limitée avec mes vacances, étant donné que j'y vais. Les déplacements font que j'y vais en vélo, donc je peux pas spécialement les lire. Mais en tout cas, je vais pas spécialement me plaindre pas de lire ce genre de livre. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, j'ai avancé doucement. Je suis à la page 75 sur un livre qui fait un peu moins de 400 pages. Sachant que en annexe, il y a toujours en fait dans ce livre-là les bibliographies. Elles sont à chaque fois à la fin de chaque chapitre, donc ça aide un petit peu. Pour ce que j'ai lu, c'est vraiment intéressant. C'est dur d'avoir des fois pas tout sous la vue. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. C'est vraiment des mystères, des énigmes. Je vais vous lire un peu le résumé pour vous donner une idée. Le 27 septembre 52 avant notre ère, tout était réuni pour que Vercingétorix l'emportât à Alésia sur les légions de César. Or, c'est tout l'inverse qui se produisit. Comment expliquer ce désastre où se joua le destin de la Gaule? Le 29 mai 1968, le général de Gaulle disparaît. Face au mouvement social, eut-il la tentation de se retirer? Et qu'est-il allé faire à Baden-Baden? Le secret de ces heures capitales n'est pas entièrement élucidé. La grande histoire est faite aussi de ces incidents, hasards et affaires qui ont défrayé la chronique et conservé par leur part de mystère tout en influant leur destinée du pays. Épopée de Jeanne d'Arc, masque de fer, survivance de Louis XVII, exécution du duc d'Enghien, complot de la cagoule et bien d'autres circonstances que tout aussi romanesques que le plus souvent tragiques ont contribué à façonner la mémoire et la légende nationale, et continuent d'intriguer ou de faire rêver. Sur ces 20 épisodes, voici enfin qu'il est possible de savoir et de comprendre une autre manière d'écrire l'histoire de France. Jean-Christian Petit-Fils, dans les travaux sur l'Ancien Régime font autorité, a réussi des historiens de haut niveau pour un parcours où la sûreté de l'information se conjugue avec le talent du conteur. Sa présentation met en relief l'originalité de la démarche qui illustre lui-même par 2 contributions. Je trouve ça sympa que Jean-Christian Petit-Fils, Jean-Christian Petit-Fils qui a beaucoup participé à l'épisode de l'Ombre d'un doute, tout secret d'histoire, sur l'Ancien Régime, donc la Révolution française, le règne de Louis XVI, machin. Et vraiment réunit tout ça, donc on a les énigmes, je vais vous le dire tout de suite, donc on a Alésia, un chapitre sur les Templiers, un sotticier bien garni, donc les vrais mystères de Jeanne d'Arc, la Saint-Barthélemy, une nuit très obscure, Atto Armé, le bras de Ravaillac, donc c'est lui qui a tué Henri IV avec un chasse, sinon Henri IV d'ailleurs, je crois que c'est le 4e à avoir tenté de le tuer, et là il a réussi. Bref, si je dis pas de conneries, je sais plus si Ravaillac c'est Henri IV. Je crois que j'ai compris avec Louis XV. Alors, Anne d'Autriche et Jules Mazarin, une liaison intime de l'esprit. Les poisons, une ombre sur le roi soleil, le masque de fer démasqué, la mauresse de Morée, Noir désir la cour du roi soleil. En fait, c'est une nonne qui est black, qui est noire de peau, je vous promets. Et, par exemple, la cour du roi soleil, ça fait un peu bizarre et beaucoup se souvenaient que cette nonne noire était une fille cachée du roi soleil, enfin je crois un délire comme ça. Bref, l'affaire du collier ou le génie de l'intrigue, c'est une affaire que j'adore en plus, sous les règnes de Louis XVI, qui est vraiment intéressant. Est-ce que Marie-Antoinette a vraiment eu une implication dans cette affaire? Robespierre a un monstre bien utile.
Louis XVII, le retour du dauphin perdu, grande affaire. Moi, je ne vais pas vous donner spécialement mon opinion, on va vous raconter les affaires de Louis XVII. Je vous mettrai le l'ombre d'un doute sur l'énigme Louis XVII pour que vous soyez un petit peu renseignés. Mais de mon point de vue, si vous voulez mon point de vue, demandez-le moi, je vous dirai tout ce que moi j'en pense de tout ça, bref. Qui a tué le duc d'Enghien? Saint-Leu, la liaison dangereuse du duc de Bourbon. Napoléon III, recherche en paternité. Mort de Zola, un rideau de fumée. Rennes le château, la faute à l'abbé Saunière. C'est une énigme aussi que, en fait, je vous la fais vite fait. L'abbé Saunière était donc devenu évêque ou prêtre, je crois prêtre de Rennes le château, qui est donc une petite commune dans le sud de la France. Il a fait rénover Rennes le château et en fait, beaucoup de gens se disent où est-ce qu'il a trouvé cette fortune pour rénover tout ça, parce qu'il veut dire, il a sorti ça de sa poche, ils disent il a forcément une fortune quelque part, un trésor quelque part, et beaucoup sont persuadés qu'il y a un trésor et que l'abbé Saunière, je crois, l'a caché. Donc c'est un peu ça l'énigme de cette histoire. Qui se cache sous la cagoule, Jean Moulin, le rendez-vous tragique, et De Gaulle à Baden-Baden, le coup de monsieur. Voilà les énigmes de Castro dans ce livre. En tout cas, moi j'en suis à l'énigme Jeanne d'Arc, donc le troisième chapitre, ce qui est déjà pas mal. Mais je vais vous laisser plus jeter cette histoire. Je vous le dirai évidemment ce que j'en suis à la fin du mois, à part si je l'ai évidemment. Ces lectures de dégel sont terminées. Je trouve qu'elles ont été assez longues. Parce que je crois que je suis pas loin. J'ai dépassé la demi-heure de tournage. Parce que j'ai dû. Je crois bien que la demi-heure a dépassé. Mais je suis sûre que je vais pas me couper. Donc je réduirai, je pense, à 20 minutes, 20-25 minutes grand max. Mais en tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous présenter des livres qui ne sont pas forcément des livres qu'on trouve très couramment sur Booktube. Ou encore, même si ça va beaucoup sur Livresque, je suis plus sur Booktube que sur la blogo littéraire. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de vous partager tout ça. Dites-moi s'il y a des livres qui vous tentent. Et en tout cas, je vais vous laisser très rapidement vos lectures. Moi, j'allais monter ça, m'avancer dans mes lectures. Et sur ce, je vous dis de bonnes lectures et à bientôt.